Salut les auditrices, salut les auditeurs, c'est Greg et je suis très très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast, le podcast Transition. C'est le deuxième épisode de ce podcast et puis pour cette thématique de ce deuxième épisode, eh bien on va parler de plein d'aspects de la puissance en course à pied avec deux invités que j'ai avec moi ce soir. Peut-être juste avant de passer à la thématique du jour, moi j'avais juste une chose à vous dire, c'est que je vous remercie pour tous les feedbacks que vous avez fait par rapport au premier épisode qui a été mis en ligne au mois de janvier. Merci pour tous les commentaires que vous avez fait, tous les retours. Et puis, si vous appréciez l'épisode qu'on s'apprête à vous diffuser, eh bien, n'hésitez pas à continuer à mettre des notes sur les plateformes de podcast que vous utilisez, et notamment Apple Podcast, et de mettre des commentaires, parce que moi, ça m'aide à trouver les prochaines thématiques, à trouver un petit peu l'angle d'attaque de ces thématiques aussi pour ces prochains épisodes, et puis surtout à faire connaître le podcast à de nouveaux auditeurs. Donc n'hésitez pas à mettre une note et puis à partager ces épisodes de podcast. Ceci étant dit, on va passer à la thématique du jour, et puis pour commencer, eh bien, je vais vous présenter les deux invités qui sont avec moi pour cet épisode. On va commencer peut-être par Tristan qui nous rejoint du Canada, et puis Tristan, eh bien, qui représente aujourd'hui entre autres la marque Coros, puisqu'on va parler aussi de quelques algorithmes qui sont implémentés dans les marques Coros. Mais plutôt que de présenter Tristan, eh bien, je vais le laisser se présenter parce qu'il le fera beaucoup mieux que moi. Tristan, bienvenue dans le podcast. Oui, bonjour Grégory, merci de m'inviter. Donc, comme tu l'as mentionné, je viens de Montréal, au Canada, donc d'où vient mon accent québécois. Mais je suis kinésiologue et physiologiste de l'exercice, donc j'ai travaillé pendant plusieurs mois et années avec l'équipe olympique ici au Canada. En tant que préparateur physique et physiologiste de l'exercice et chercheur scientifique, juste avant de m'aventurer vers Coros en tant que membre de l'équipe scientifique chez Coros. Très bien. Donc, en fait, tu contribues en fait aux recherches scientifiques et puis à l'ajout de nouvelles fonctionnalités qui sont directement liées aux sciences du sport dans les montres Coros. Tout à fait. Donc, mon travail chez Coros, en fait, consiste à donc pratiquer légèrement du testing pour certaines fonctionnalités qu'on va démarrer sous peu, donc de nouveaux produits, et ainsi créer des nouvelles métriques, si on veut, chez Coros, afin de rendre le tout plus accessible pour les utilisateurs. Très bien. Et une de ces données, notamment, eh bien, c'est le effort pace ou l'allure d'effort dont on va parler plus tard dans cet épisode de podcast. Merci Tristan. Et puis, j'ai un deuxième invité pour cet épisode. Un invité qui apparemment suivait nakan.ch depuis assez longtemps parce que on a pas mal échangé sur les aspects de puissance en course à pied depuis plusieurs années, hein, sûrement même Sébastien. Donc Sébastien, toi tu es mathématicien, développeur, et puis tu t'es intéressé au kit de développement de Garmin pour aller plus loin dans l'analyse de données que ce qui était fourni notamment par le capteur Stryd en puissance. Et puis c'est vrai qu'on a échangé plusieurs fois par rapport à ces aspects de puissance. Donc Sébastien, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi également ? Oui, bon, moi je suis pas un coureur très performatif, hein, puisque je suis un coureur amateur. En plus, je touche la cinquantaine, donc question performance, c'est pas terrible. Mais ce qui m'intéressait, c'était de développer un peu les algorithmes et de les tester, notamment à partir de la puissance en course à pied, parce que je trouvais que c'était une métrique qui était un peu compliquée à utiliser, pas très transparente, et j'avais commencé à ce moment-là à écrire un certain nombre de programmes que j'avais diffusés sur le site tiredz.fr, mais en fait c'est exactement Stryd écrit à l'envers. Donc je cherchais un nom qui n'existait pas sur internet, et je me suis dit tiens, si on écrit Stryd à l'envers, on le trouve nulle part. Donc c'est plus facile à ce moment-là de le retrouver. Et donc je suis pas un coureur professionnel, je suis plutôt un coureur amateur, et puis je passais mon temps, au lieu de m'entraîner pour
faire une performance lors d'un chrono simplement. Je cherchais plutôt à tester les algorithmes que je développais. Et bon, à part ça, je voulais encore juste dire un mot. On a eu un confinement qui était assez dur pour les clubs. Donc on a eu pendant 1 an aucune course à pied qui était organisée, plus ou moins. Ensuite, les clubs ont eu du mal à reprendre. Et maintenant, on se retrouve avec plein de clubs qui n'organisent plus rien parce qu'il n'y a plus de membres à l'intérieur. Donc, je voulais faire un petit appel pour dire aux gens d'aller voir dans le club local et puis de courir un peu, de voir, de ne pas juste se limiter à l'aspect social des montres qui proposent ou sous Strava, qui proposent simplement de courir en virtuel avec d'autres. Mais le réel est important parce que si ça continue comme ça, dans quelques années, on n'aura plus que des Swift et plus de courses entre copains, quoi. Et de courses locales. Ouais, c'est une vraie thématique, hein, le désintérêt pour certains clubs sportifs, et notamment les clubs de course à pied. Tu le soulignais juste avant qu'on enregistre cet épisode de podcast. Je pense que cet appel est important. Donc si vous êtes intéressé par la course à pied, il n'y a pas que les tutos sur YouTube, les vidéos Instagram et puis les kudos sur Strava. Il y a aussi la vraie vie et puis des gens avec qui on peut courir, avec qui on peut apprendre. Et donc du coup, tout ça vaut la peine. Peu importe la région où vous êtes, vous trouverez sûrement un club de course à pied à proximité pour aller vous entraîner avec des vrais gens. Et s'entraîner en groupe, ça motive, ça change la vie et puis ça donne envie d'aller à l'entraînement quand il pleut, quand il fait moche. Et puis qu'on se dit, tiens, je suis bien installé dans mon canapé, ben voilà, on a une motivation supplémentaire pour quand même aller s'entraîner. Donc je te remercie Sébastien d'avoir fait cet appel et j'espère qu'il sera entendu par les auditrices et les auditeurs du podcast. Donc, messieurs, je vous remercie de me rejoindre pour cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de course à pied. Peut-être un petit peu avant d'aller directement dans la viande, dans le détail technique de tout ce qu'on va décortiquer dans cet épisode, à savoir les algorithmes, à savoir les méthodologies d'entraînement. Peut-être un petit rappel sur ce qu'est la mesure de puissance, parce que c'est une mesure qui est apparue dans l'entraînement cycliste. Et sur l'entraînement cycliste, c'était assez facile parce qu'un cycliste, il n'y a pas 36 000 endroits où il doit appliquer de la force pour avancer, hein. Il doit faire tourner la roue arrière avec un pédalier et puis une transmission mécanique. Et puis là-dessus, à différents endroits, on sait que différents capteurs existent dans les pédales, dans le moyeu du pédalier. Il y a différentes techniques, mais à cet endroit-là, si on mesure la puissance qui est appliquée, on a une bonne représentation de la puissance qui est appliquée sur le vélo. Et donc, du coup, c'est entre guillemets facile à mesurer. On sait que les capteurs de puissance, c'est des éléments qui sont très techniques, très technologiques et très chers. Bon, ça commence à se démocratiser, mais voilà, c'est quand même de la technologie. Mais d'un point de vue philosophique, c'est facile. En course à pied, c'est plus compliqué de quantifier de la puissance parce qu'il y a du mouvement dans les 3 dimensions. On ne peut pas directement mesurer la force sous la chaussure. Peut-être on va commencer avec toi, Tristan, puis ensuite tu nous donneras ton point de vue, Sébastien. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé à mesurer de la puissance en course à pied et quel est l'intérêt de le faire? Exactement. Donc, comme tu l'as mentionné, la puissance en vélo est en fait une mesure qui est assez simple à calculer puisque le cycliste n'a qu'à appuyer sur les pédales afin de créer cette puissance-là, qu'on peut par la suite avoir avec notre montre ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment très, très facile pour un cycliste de pouvoir utiliser cette force-là et cette puissance qui est en fait une puissance qui est concentrique, donc qui est 100% positive à ce milieu-là. Lorsqu'on s'en va au niveau de la puissance de course à pied, donc tu l'as mentionné, on ajoute les 3 dimensions à ce niveau-là. Et puis, on ajoute une donnée qui est très, très importante, qui est en fait la puissance au niveau des muscles, donc la puissance des tendons. C'est cette puissance-là qu'on va vouloir calculer en premier. Et cette puissance, en fait, n'est pas seulement positive. Donc, lorsqu'on court, on va venir appuyer notre pied sur le sol. On va alors avoir une puissance qui est négative pour ensuite nous propulser vers l'avant, qui va ensuite créer une puissance positive. Donc, le résultante de ces puissances-là, en fait, pour la grande majorité des coureurs, est égal à 0. Donc, il est absolument nul. C'est pour cette raison-là que la puissance de course est très, très difficile à calculer, puisque si on utilise les mêmes calculs que pour le cyclisme, on arrive à des données qui sont nulles. Alors, on doit contourner ces mesures-là, ces calculs,
afin d'avoir une donnée qui a du sens en fait pour les coureurs. Mais ça vient avec ses défauts là, qu'on va pouvoir parler un peu plus davantage par la suite. Et Sébastien, toi, l'œil du mathématicien qui regarde tout ça, cette manière de mesurer cette puissance, qu'est-ce que ça t'inspire? Disons, moi déjà, la puissance en vélo, pour moi, c'est déjà une mesure indirecte, hein, parce que la vraie mesure de la puissance, c'est mettre une dynamo sur une roue. Donc, et de produire du courant. Et c'est le coup du Toaster Challenge qu'on peut trouver sur Internet, où il y avait l'objectif, c'était de mettre un grille-pain dessus et d'obtenir un pain grillé, quoi. Bon, il y en a pas beaucoup qui sont arrivés, hein, parce que je crois que le champion du kilomètre lancé, il a juste réussi à faire, il était pas très bien, il était pas très grillé, donc c'est pas évident de te faire 700 watts et tenir 4 minutes, quoi. Donc c'était ça le départ, mais c'est pas faisable d'utiliser ça dans la réalité, parce que une dynamo consomme énormément d'énergie mécanique, et donc en fait si on l'utilise à fond, on n'avance plus, donc on produit que du courant. Et le capteur de pression qui a été mis, en fait, c'est déjà une mesure indirecte, c'est-à-dire on mesure de la pression, on en déduit en fait le courant qu'on aurait produit en appuyant sur les pédales. Mais c'est quand même quelque chose qui est très direct, hein. Donc on est capable de dire que, en gros, si on est capable d'avoir une bonne relation, et là c'est de la mesure, c'est plus de l'estimation. Par contre, en course à pied, c'est comme dit, c'est quasiment impossible à mesurer, parce que quand on voit les modèles mathématiques qu'on trouve sur Internet, ils sont tous justes, mais ils ont que des paramètres qui ne sont pas estimables. Donc, par exemple, ils tiennent en compte du coefficient de pénétration dans l'air, le taux de rebond de la chaussure, le type de revêtement au sol, c'est que des choses qu'on pourrait mesurer en laboratoire, mais qui changent tout le temps. Et donc, ça n'a quasiment aucun intérêt, la formule n'a aucun intérêt en tant que telle. Donc il faut trouver un autre moyen de la calculer. Et comme on n'a que des paramètres qui ne sont pas mesurables, on utilise une méthode très indirecte en fait. On peut parler de ce calcul, de la manière dont on obtient, parce que je pense qu'on va se baser là-dessus pour toutes les discussions qu'on aura par la suite dans l'épisode, donc ce sera intéressant de faire le fonctionnement, parce que si on comprend bien ce que tu es en train de nous dire pour l'instant, c'est que en données brutes, un watt de course à pied, ça sert à rien. Non, ça sert pas à grand-chose, parce que c'est estimé, mais à la louche. Donc, on n'arrive pas à mesurer la valeur absolue. Mais même avant de parler de watts, il faudrait peut-être savoir ce que c'est qu'un watt. Et parce qu'en fait, on utilise un watt, c'est des joules par seconde. Et joule, c'est une énergie, c'est la valeur de l'énergie. Et par seconde, c'est en fait l'énergie instantanée qu'on produit. Et il faut la remettre un peu en relation avec les calories. Parce que les calories, c'est la même chose que les joules, hein, mais avec une unité différente. Donc je voulais juste encore dire ça, parce que ça revient un peu au modèle moteur ou le modèle de la voiture qu'on a. C'est-à-dire qu'on a l'énergie qu'on apporte, donc les calories qu'on consommerait, qu'on transformerait en joules qu'on consomme, et puis la puissance qu'on produit, c'est-à-dire les joules qu'on produit pendant l'effort, qui sont en fait les joules que produisent les muscles pendant tout l'effort, et les joules instantanés, les watts, en fait, c'est en fait la puissance qu'on produit de manière instantanée et qu'on transmet en une vitesse après. Donc la grande différence, c'est que c'est comme pour la voiture, c'est le couple. Le couple ne dépend pas du tout de la montée, mais c'est plutôt de la vitesse qui dépend. C'est-à-dire, si on a un moteur très puissant, on arrive à monter plus vite, mais évidemment la vitesse est plus faible que si on est sur le plat. Et on se retrouve avec la même comparaison entre les calories consommées, les watts produits, et ensuite le résultat, c'est la vitesse qui dépend du terrain aussi. Alors, il y a de nombreux facteurs dans tout ce que tu nous as expliqué, mais finalement, maintenant, quand je porte une montre à mon poignet qui me donne un certain nombre de watts en course à pied, ou que j'ai un Stride sur ma chaussure, ou que j'ai une montre Coros qui calcule également la puissance directement au poignet,
quels paramètres concrètement est-ce qu'on prend en compte pour générer ce nombre de watts en course à pied? Parce que, on l'a bien compris, hein, sur le vélo, on mesure et puis en course à pied, on estime, on calcule. Certains diraient même on devine. Mais du coup, quels paramètres entrent en jeu quand on effectue ce calcul? Oui, tout à fait. Donc, ces paramètres-là, il en existe plusieurs paramètres. Et oui, comme tu as mentionné, la puissance en course à pied est largement estimée en raison de tous les facteurs qu'on a pris en compte. Mais je veux aussi revenir sur le fait que Sébastien a apporté un point qui est quand même intéressant au niveau des joules par seconde ou même au niveau des calories. La puissance en général, et là je parle de manière très très générale en termes cyclisme ou course à pied, mais on peut associer beaucoup la puissance en termes d'économie de course. Donc, l'économie de course on va pouvoir la calculer avec certaines données biomécaniques. Là, je pense en général au niveau de la cadence, la hauteur de nos pas, etc. Donc, toutes ces données-là qu'on peut avoir, par exemple, avec le Stride ou le pod chez Coros. Donc, on a ces unités-là qui vont servir généralement aussi pour le Stride à calculer la puissance. Mais là, j'apporte le côté physiologique en moi et la recherche scientifique derrière la puissance de course à pied nous dit qu'en fait, on a une bien meilleure corrélation entre ces données biomécaniques et l'économie de course. Donc là, je vais aller encore un peu plus loin, mais l'économie de course, en fait, est l'oxygène qu'on va respirer lors de notre exercice. Donc, on va parler ici de VO2 max ou même de VO2 en général pour ces courses-là. Donc, les données biomécaniques sont de bien meilleurs indicateurs, selon la recherche scientifique, que la puissance en course à pied pour le moment, en raison de toutes ces variables-là. Donc, pour revenir à ta question, Grégory, quelles sont les données qu'on peut utiliser en termes de course à pied? C'est sûr qu'au niveau du cyclisme, la puissance est un très bon indicateur. Les gens sont en mesure de comprendre ce qu'est 200 watts. Si on est capable d'aller en vélo à 200 watts, le cyclisme va être capable d'avoir cette perception de 200 watts. Qu'est-ce que c'est 200 watts? Pour un coureur, pour la grande majorité des coureurs présentement, 200 watts, courir à 200 watts, c'est extrêmement difficile à concevoir. Donc, les coureurs sont habitués à cette allure. Donc, en minutes par kilomètre, par exemple, les coureurs vont être habitués à cette donnée-là. Encore une fois, cette donnée-là est une donnée, je vais dire en absolu. Donc, lorsqu'on va ajouter certaines variables, Sébastien a mentionné des variables comme le gradient, où est-ce qu'on va avoir ce problème où la vitesse ne sera plus en corrélation avec notre effort. Donc, encore une fois, la puissance, que ce soit en course à pied ou en cyclisme, est une très bonne représentation, je dirais, de l'effort ou de l'intensité de l'athlète. Cette donnée-là, qui est l'allure, donc en minutes par kilomètre, ne peut pas être une donnée qui va représenter l'effort, puisque cette donnée-là, elle va diminuer avec certaines variables externes, comme le gradient, par exemple. Donc, on en vient avec ce problème-là on a cette puissance, cette unité qui vient représenter notre effort, notre intensité, mais en course à pied, on n'a pas cette possibilité-là pour l'instant. Oui, effectivement, parce que la valeur de puissance en course à pied, elle n'est pas corrélée à quoi que ce soit, en fait. Parce que sur un vélo, si je prends le vélo d'un de mes équipiers du club qui a un capteur de puissance dessus, et puis que je grimpe dessus, et puis que je me mets à un effort que je sais être mon effort, par exemple, maximal sur 1 heure, je vais avoir un nombre de watts, peu importe le capteur dont il est équipé, qui correspondra à peu près au nombre de watts que j'ai l'habitude d'utiliser comme FTP. Et donc, du coup, ce sera cohérent, même s'il a un capteur différent. Alors que si j'ai l'habitude de m'entraîner en course à pied avec un Stride, et puis que je prends la puissance au poignet d'une montre Polar, par exemple, eh bien, j'aurai un nombre de watts qui sera complètement différent, mais vraiment dans des ordres de mesure, des fois peut-être du simple au double, ou en tout cas avec des gros écarts. Et donc, du coup,
Là, on est clairement plus sur des données arbitraires et il y a plus vraiment de cohérence entre deux capteurs. Et c'est aussi ça qui met un petit peu qui mélange un petit peu les idées dans l'esprit des personnes qui adoptent la puissance en course à pied. Parce que, admettons qu'on a un capteur Stride, on l'a oublié dans le sac d'entraînement, donc on se dit, mais je vais utiliser la puissance au poignet de ma montre. Et là, on fait son échauffement et on est déjà carrément à bloc parce que les watts sont pas du tout les mêmes. Mais il y a même une autre différence qui est assez importante. Bon, moi je suis pas cycliste, donc, mais je vois quand même que en vélo, on peut très bien avancer sans avoir de production de watts, enfin de puissance. Suffisamment de faire un peu de roue libre. Et c'est pas possible en course à pied. Hein. Je veux dire, donc en course à pied, on est toujours en train de produire de l'énergie par ses muscles, ou quasiment, hein, de moins sur le plat. Et alors que le vélo, il y a quand même cette phase où on peut très bien se laisser aller. Et il y a aussi il y a aussi une partie qui est un peu plus, comment dire, il y a l'effet du vent qui peut jouer, l'effet de l'aspiration. Et donc, la vitesse en tant que telle n'est pas toujours très significative par rapport à l'effort. Alors qu'en course à pied, tant qu'on reste sur une piste, la vitesse et l'effort, la vitesse et la puissance, c'est quasiment la même chose. C'est tellement corrélé que on n'a pas besoin des deux, en fait, dans ce cas-là en tout cas. Alors sur un vélo peut-être plus qu'en course à pied, mais c'est vrai qu'en course à pied on a une plus forte corrélation tant qu'on reste dans des conditions comme tu le disais sur la piste. Effectivement ça fait peu de sens d'utiliser la puissance et l'allure simultanément pour comparer son effort parce que l'un et l'autre sont très très fortement corrélés. Par contre à vélo c'est clair que c'est très différent parce que comme tu l'as dit, je peux être dans des conditions où je dois appuyer très fort sur mes pédales pour avancer parce que j'ai la force du vent ou parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, ou alors je peux faire plusieurs kilomètres sans donner quasiment un coup de pédale parce que le vent ou la pente sont favorables, et donc du coup là c'est beaucoup plus facile de quantifier un effort biomécanique avec de la puissance sur le vélo qu'en course à pied. Tout à fait. Donc en fait, même pour reprendre cet exemple-là sur le cyclisme, la puissance, comme par exemple dans une voie où on va avoir le vent en notre faveur ou la pente en notre faveur et on n'aura pas à donner certains coups de pédale, ça va avoir un direct impact sur notre effort. Donc notre effort va diminuer grandement comme va le faire la puissance. En termes de course à pied, par contre, et même j'ai un exemple concret qui est une recherche scientifique qui a été faite il n'y a pas si longtemps sur l'outil Stride. Et puis on a pris des athlètes de très haut niveau, donc des coureurs de très haut niveau, et on leur a fait des tests biomécaniques sur un tapis roulant et les mêmes tests identiques sur une piste à l'extérieur. Et on a vu donc leur demande métabolique, donc en termes de VO2, VO2 max, qui ont augmenté drastiquement à l'extérieur. Ça, c'est raisonnable. Donc, à l'extérieur, on a certaines conditions, le vent, le froid, la température, etc., qui vont jouer un rôle sur notre métabolisme. Mais plus leur vitesse augmentait à l'extérieur, plus leur demande métabolique augmentait, ce qui est normal également. Mais on a trouvé que la puissance n'augmentait pas entre les deux. Donc, on a cette corrélation qui augmente de plus en plus, pas cette corrélation, mais la distinction entre la puissance et la demande métabolique des coureurs. Donc, cette distinction qui augmente au fur et à mesure que la vitesse augmente et qu'on ajoute des variables. Donc, c'est là où est-ce qu'on peut voir que la puissance en course à pied ne prend pas en compte ces variables-là aussi bien que le vélo peut le faire. Et juste pour petite question d'interrogation, est-ce que vous avez fait ces tests avec le Stride déjà la version qui prenait en compte la force du vent ou la génération d'avant qui ne le prenait pas du tout en compte? Donc ce n'est pas moi qui a fait cette recherche-là, mais okay. Je crois, et là je vais dire environ à 99% certain que c'était la version ultérieure. Donc celle qui ne prenait pas en compte la force du vent, je crois. Mm-hmm. Parce qu'on sait que la captation du vent sur le Stride Wind et sur la nouvelle génération de Stride n'est pas parfaite, mais c'est vrai que ça a quand même un petit peu amélioré
la prise en compte du vent de face sur ces données de puissance-là. Donc voilà, mais ton retour est quand même très intéressant dans le sens où on se rend compte que tous ces paramètres-là, ils rendent la mesure de puissance, enfin le calcul de puissance en course à pied, loin d'être aussi précis que sur un vélo. Mais si on est réunis tous les trois, c'est quand même que cette valeur de puissance en course à pied, elle a un intérêt, peut-être pas en tant que tel, peut-être pas en tant que nombre de watts pendant qu'on court, en tout cas pas pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de les utiliser. C'est vrai que le Stride a été très rapidement adopté, principalement au début par des triathlètes, parce que les triathlètes avaient l'habitude déjà de s'entraîner avec des watts à vélo et qu'on pouvait transposer facilement ces technologies, enfin ces techniques d'entraînement en se basant sur des watts à la course à pied. Et puis on définissait sa puissance critique, et puis ensuite on pouvait faire ces entraînements basés sur la puissance comme on le faisait à vélo, et puis ça marchait plutôt bien. En tout cas, moi c'est ce que j'ai utilisé et ça a marché plutôt bien. Par contre, pour des personnes qui ont aucune idée de ce que représente un watt et puis qui partent courir avec juste une information supplémentaire, c'est ce que tu nous disais Sébastien, ça n'a aucun sens. Oui, mais d'ailleurs, j'ai une petite question un peu... je pose la question d'abord et après je donne peut-être la réponse. Tu as quel FTP et tu as quelle puissance critique ? Elle date pas du même moment parce que en fait j'ai pris ma puissance critique la dernière en course à pied lors de ma préparation du marathon de New York, donc le dernier devait être en octobre, et ma puissance critique à ce moment-là calculée automatiquement par les algorithmes de Stride était environ de 325 watts, quelque chose comme ça. Et puis sur le vélo, ma puissance, ma FTP qui était estimée pour l'Ironman de Thun, donc c'était au mois de juillet, donc je pense que la dernière séance que j'ai fait spécifiquement pour la déterminer devait dater de juin, et puis je devais avoir une FTP aux alentours de 270, donc 270. Donc bien inférieur. Ce qui m'étonne un tout petit peu, mais parce qu'en fait Stride était connu pour après produire la même puissance en vélo et en course à pied. Et ça vient en fait du fait que le calcul de la puissance, enfin l'estimation de la puissance en course à pied est faite en utilisant des relations affines. Donc affine, c'est une droite entre la vitesse et la fréquence cardiaque, et la puissance et la fréquence cardiaque. En gros, on peut dire que si quelqu'un court à vitesse constante pendant un certain temps, au moins 2 minutes, la fréquence cardiaque se stabilise, et on va avoir la relation entre la fréquence cardiaque et la vitesse va être une droite. Donc si on court un peu plus vite, on va voir que on obtient une droite en fait. Donc la relation entre vitesse et fréquence cardiaque est une droite. Pareil avec la vitesse sur du plat et sans vent, et donc dans les conditions optimales, et la puissance aussi. Donc ils utilisent en fait cette règle en fait qu'on a trouvée pour passer en fait du vélo en course à pied. Donc il suffit à ce moment-là d'avoir la relation entre puissance mesurée en vélo et fréquence cardiaque, et de demander à des coureurs de courir à une certaine vitesse sur une piste d'athlétisme, pour en déduire à ce moment-là la puissance cardiaque qu'ils auraient par le biais de la fréquence cardiaque. Donc en gros, on prend des personnes qui roulent sur une piste d'athlétisme en vélo pendant à différentes vitesses, on mesure la puissance, on regarde la fréquence cardiaque, et après on leur demande de faire la même chose avec un protocole de vitesse incrémentale. Chaque fois que la fréquence cardiaque est stabilisée, on a la relation à ce moment-là vitesse-fréquence cardiaque, et on en déduit à ce moment-là la puissance mesurée. Et si on le fait avec suffisamment de coureurs, en utilisant la taille du coureur, son âge, éventuellement, le taux de montée et descente qu'on peut mettre sur un tapis roulant, on peut rajouter du vent avec une soufflerie peut-être, et ainsi de suite. On arrive à ce moment-là à avoir un panel assez important de profils de course, et ça, c'est justement ce qui est utilisé pour estimer la puissance. Donc, ça explique un peu qu'on obtient à peu près les mêmes valeurs, et des valeurs très différentes d'un constructeur à l'autre.
Parce que si le constructeur décide de prendre le vélo comme référence, ben on va avoir une puissance équivalente à peu près en vélo et en course à pied. Mais s'il prend une référence qui est par exemple un ergomètre d'aviron, eh ben on peut aussi mesurer la puissance dessus, mais on va obtenir à ce moment-là des puissances différentes par rapport à la fréquence cardiaque parce que d'autres muscles sont utilisés. C'est un peu la raison pour laquelle les constructeurs affichent tous des puissances différentes en course à pied, parce qu'il y a ce passage par l'intermédiaire de la fréquence cardiaque qui n'est pas forcément le même. Et tout dépend à ce moment-là de l'outil de référence qu'ils ont pris pour déterminer la relation fréquence cardiaque-puissance. Donc, l'outil de base, c'est-à-dire le vélo d'appartement ou alors le rameur et ainsi de suite. Donc, ça, c'est en général le cas. Après, ça dépend aussi les paramètres qui sont mesurés. Hein. Quand on regardait les différences qu'il y avait entre les mesures, par exemple, Garmin permet de mesurer la puissance avec les capteurs qu'il y a dans la ceinture de fréquence cardiaque. Et eux, ils disent que lors de cette mesure, enfin lors de ce calcul de puissance en course à pied, ils intègrent aussi les mouvements latéraux du haut du corps. Donc du coup, ça fait un paramètre en plus et donc du coup, ça fait des watts en plus. Si on ajoute ça en plus à l'énergie qui est nécessaire pour le mouvement, l'oscillation verticale et puis le mouvement horizontal. Donc tout ça s'additionne et c'est aussi pour ça qu'on obtient plus de watts avec la technologie de Garmin pour la puissance en course à pied que le Stride ou que la mesure de Coros. Je suis pas sûr. On augmente peut-être la précision, mais on n'augmente pas forcément la valeur de référence. Tout dépend vraiment comment ils mesurent sur quoi ils se basent au début pour déterminer ce que c'est que la puissance. Ils le font comme dit sur un vélo d'appartement. C'est le référentiel de base en fait. Ouais. Au début, ils disent voilà, une personne standard de tel poids, de telle taille qui court à telle allure sur une piste à plat sans vent, ils déterminent arbitrairement que ça c'est tant de watts et puis ensuite on fait des corrélations par rapport à cette affirmation vraiment initiale. Oui, en gros, après on obtient donc un espèce de tableau en disant voilà, j'ai reçu telle fréquence cardiaque correspond à tel watt en vélo par exemple. Et à partir de là, on va demander à une personne de courir avec un capteur, peu importe lequel, que ce soit Stride ou n'importe. On mesure le vent de face, par exemple. On mesure les augmentations instantanées de hauteur, de l'altitude, et ainsi de suite. Et on essaie de trouver la meilleure formule mathématique qui fait qu'on obtient on déduit à partir de ces paramètres les watts qu'on veut en destination. Donc, évidemment, sans utiliser la fréquence cardiaque, parce que la fréquence cardiaque, c'est juste la mesure intermédiaire qui permet de passer de l'un à l'autre. Donc, il s'agit de trouver la formule qui marche le mieux. Alors, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans comme formule, hein. Mais en général, les formules restent des formules qui sont linéaires ou on ne peut pas faire des formules trop compliquées quand même. Parce que plus qu'on rajoute de paramètres, plus qu'on rajoute de complexité dans la formule, plus qu'il faut une cohorte de coureurs pour alimenter les données, quoi. Alors ça, c'est évidemment facile une fois qu'on a la solution sur le marché et puis qu'on accumule les données de tous les utilisateurs, mais c'est vrai que quand on doit sortir la première version du capteur, c'est toujours un peu compliqué d'avoir suffisamment de données pour se lancer. Donc on a bien compris maintenant comment procèdent les marques et les fabricants pour obtenir des watts de course à pied. Et on sait bien, après cet échange, qu'un watt chez Stride n'équivaut pas à un watt chez Garmin, Coros, Polar, etc. Donc une fois qu'on a choisi un type de capteur de puissance de capteur de puissance en course à pied, on va pas changer tous les jours de technique de mesure parce qu'à chaque fois on aura des données qui seront complètement aberrantes et donc du coup tout ça c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. C'est pour ça que pour la suite de ce podcast on va maintenant parler de l'intérêt de transposer une mesure de puissance qui est arbitraire ou qui est basée sur plusieurs paramètres
dans un mécanisme qui va fournir en fait une allure équivalent à plat. Alors, mes deux invités que j'ai dans ce podcast, vous avez les deux cette technologie, en tout cas cette transcription de puissance en allure, puisque Sébastien, toi, tu as développé en fait un algorithme qui est disponible pour les montres Garmin avec le toolkit de Connect IQ et une application qui fait ce calcul-là. Et puis, Coros, eh bien, depuis quelques mois, vous proposez une mesure qui s'appelle Effort Pace ou allure d'effort, et c'est à peu près les mêmes algorithmes qui sont utilisés pour fournir en fait aux coureurs à pied une donnée qu'ils maîtrisent parfaitement, qu'ils savent parfaitement intégrer à leur entraînement, mais du coup qui est beaucoup plus facile à utiliser quand on est sur des terrains mal plats ou sur des terrains d'entraînement qui sont pas une piste d'athlétisme justement. Alors Tristan, déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi Coros a voulu aller dans cette direction et qu'est-ce que ça apporte comme avantage de mettre encore une couche d'algorithme quand même par-dessus tous ces calculs très compliqués pour obtenir de la puissance en course à pied? Exactement. Donc, chez Coros, en fait, on souhaite s'éloigner légèrement de la puissance de course à pied pour toutes les raisons dont on a mentionné dernièrement. Mais avant de démarrer avec Effort Pace, je dirais la définition pour nous de la puissance en course à pied était vraiment une donnée afin de représenter l'effort chez un coureur. Donc, vraiment avoir cette corrélation entre l'effort et l'intensité et une donnée qui est vraiment universelle pour les coureurs. Donc, la puissance en course à pied, de manière générale, nous a donné plusieurs limitations en termes de cette corrélation-là. Donc, on a mentionné là, ces facteurs externes, l'environnement, donc le vent, le terrain, l'inclinaison, etc. On a également l'unité de mesure. Donc, pour des coureurs, un watt n'est pas nécessairement une unité de mesure qui est connue. Donc, en ayant tous ces limitations-là en tête, on a tenté, donc, avec Effort Pace, de pouvoir incorporer tous ces limitations et d'en faire une donnée qui allait être plus facile pour les usagers, pour les coureurs en particulier, de comprendre et de pouvoir comparer avec soi-même cette donnée-là. Donc, Effort Pace, généralement, pour nous, notre définition de Effort Pace était vraiment une unité qui va représenter très, très fidèlement l'effort, l'intensité d'un usager, selon ses propres forces et faiblesses. Donc, nécessairement, oui, on a une unité de mesure que les coureurs vont pouvoir comprendre. Donc, on a ici la minute par kilomètre, donc l'allure qu'on a transformée en allure d'effort. On a bien entendu incorporé l'unité de mesure, l'algorithme en fait, qui va venir jouer en compte l'inclinaison. Donc, on a cette donnée-là était déjà disponible auparavant. Là, je pense à Strava, par exemple, qui fournissait déjà cet algorithme-là. Mais donc, en plus, on a ajouté les forces et faiblesses là, des coureurs. Donc, en fait, Effort Pace va venir chercher l'historique, je dirais, des courses des usagers et va pouvoir déterminer si le coureur est un bon coureur en montée ou est un bon coureur en descente. Donc, on vient chercher ses forces et faiblesses pour pouvoir dire si cette personne, lorsqu'elle court, par exemple, en montée, est-ce une force ou une faiblesse pour cette personne-là? Et on devrait donc changer cette intensité-là, cet effort-là, en fonction des forces et faiblesses de ces usagers. Et là, pour l'instant, Effort Pace en est à ces données-là. Mais pour 2023, bien entendu, on va pouvoir ajouter d'autres variables. Là, je pense nécessairement à l'altitude, le type de terrain, le vent, etc. Là. Donc ça va venir très, très bientôt. D'accord. Donc si on résume, en fait, ça nous donne une allure qui n'est pas forcément, comme Sébastien nous le disait tout à l'heure, une corrélation avec une ligne droite qui est tirée sur son graphique pour dire si ça monte à 5%, eh bien, on tire une droite, etc. Ça analyse aussi les performances de chaque coureur, parce qu'on peut tout à fait imaginer que, par exemple, je suis très très fort quand il s'agit de courir à plat, mais par exemple, j'ai une morphologie ou j'ai une technique de course ou une économie de course ou un type de foulée qui convient moins bien
à un effort en montée. Et donc, du coup, Effort Pace va s'adapter, en fait, à ces données-là. Et puis, elle va me fournir, plus je m'entraîne avec ma montre Coros et je lui donne des indications sur ma manière de courir, plus elle va s'adapter, en fait, à la réalité de ma technique de course dans la montée. Ça veut dire que si je donne ma montre après une année d'entraînement à un de mes équipiers de club, pour lui, la donnée, elle sera pas bonne. Exactement. Et c'est l'aspect vraiment important, Grégory, que tu viens de mentionner. Donc, Effort Pace, pour deux usagers différents, ne sera pas possible d'être comparé. Donc, ça va être vraiment une donnée qui va quantifier l'effort personnel de chaque usager. L'exemple, je dirais, pratique qu'on va donner très, très souvent, et là, je pense par exemple à Strava, où est-ce qu'on va avoir cette donnée d'allure ajustée, si on veut, avec le gradient. On peut penser que lorsqu'on va courir sur une pente droite, donc ces deux allures vont être sensiblement les mêmes. Lorsqu'on va monter, bien entendu, notre allure instantanée va diminuer, tandis que notre allure ajustée va augmenter. Donc ça vient... donc c'est évident. Et lorsqu'on vient descendre, donc même chose, notre allure instantanée va augmenter et notre allure ajustée devrait descendre. Cependant, lorsqu'on vient ajouter une donnée supplémentaire avec Effort Pace et on vient dire, lorsqu'on descend, par exemple, on vient courir sur une pente qui est légèrement en descente, on a cette pensée-là que notre intensité va diminuer légèrement. Puisqu'on est en descente, donc on va pouvoir reprendre notre souffle, etc. Donc ça va être une intensité qui va diminuer. Si on prend cette pente et on vient l'amener à environ 15-20% en descente, ça devient beaucoup plus technique. Et au niveau des muscles, par exemple, au niveau des quadriceps, etc., on vient ajouter un stress qui est beaucoup plus élevé. Et là, c'est à ce moment-là que Effort Pace va venir changer une deuxième fois et va venir montrer une allure qui va démontrer une intensité qui est plus intense, qui est plus élevée que notre allure instantanée. Même si on est en descente, ce qui n'est pas le cas pour la majorité des allures ajustées qui sont disponibles pour l'instant. Donc, on vient prendre en compte vraiment la tension au niveau musculaire et l'intensité que ça donne au niveau excentrique, au niveau des muscles, lorsqu'on vient descendre à une certaine pente, si on veut. Ouais, ok. Donc effectivement, ça prend plein de paramètres encore en compte. Toi, Sébastien, tu es le développeur de l'application FlatPace, je crois qu'elle s'appelle, sur la boutique Connect IQ, donc qui est disponible en téléchargement pour les montres Garmin, pour les propriétaires de Stride, parce que si je ne me trompe pas, tu fonctionnes uniquement avec les données de base du Stride pour alimenter ton algorithme. Alors là, je suis pas. Non, ça devrait fonctionner. Du moins, Power Tool devrait fonctionner sans problème avec. Donc c'est là. En fait, le FlatPace, je l'avais fait au début, il y a 4 ans. L'algorithme est un peu primitif, disons. Le nouveau programme, c'est plutôt Power Tool, et Power Tool inclut un peu plus de choses, notamment avec des analyses de fréquences cardiaques qui sont un peu hors sujet ici. Ça devrait fonctionner, du moins avec la puissance de Garmin, car on peut dire soit de prendre la puissance interne livrée par la montre, ou alors on peut utiliser directement la connexion ON+ et donner en fait le numéro ON+ du Stride et se connecter directement dessus. Ça, c'est plutôt intéressant pour les montres un peu plus vieilles. Alors, par contre, moi, je fais un peu le calcul un peu différemment parce que je cherche à détecter si on est en montée ou en descente. Donc, j'utilise la variation de l'altitude. J'essaie en fait de trouver si on est à plat pendant environ 25 secondes. Et j'apprends à ce moment-là la relation puissance-vitesse. Et j'utilise donc ce que je disais avant, qu'il y a une relation affine, donc une droite, entre puissance et vitesse quand on est à plat. Pour ça, je pondère un peu avec l'altitude, c'est-à-dire que si on a des variations d'altitude, à ce moment-là, je vais prendre la mesure, mais je vais
je vais quasiment la jeter s'il y a trop de différentes attitudes. Elle ne va quasiment pas avoir d'impact sur la mesure. Et en gros, au bout de quelques heures, aux alentours au bout de 10 heures, on oublie les anciennes mesures. Ça, c'est un peu pour éviter d'apprendre une fois les mesures et après être pollué pendant 10 ans par des fausses mesures. Après, ce que j'ai inclus, c'était aussi le même algorithme mais pour la marche. Parce que justement, en trail, il n'y a pas la même puissance en marche qu'en course. Et à ce moment-là, c'était carrément intéressant parce que quand on passait en trail, souvent avec une dépente de 20%, on se pose souvent la question de savoir est-ce qu'on court ou pas. En fait, non, il ne faudrait même pas courir. Et puis quand on voit par exemple que la vitesse qu'on aurait en course à pied était à peu près la même qu'en marchant, la vitesse ajustée à la pente. Hein. Donc, on voit par exemple que j'avais monté une pente juste en marchant et j'étais exactement à 5 minutes au kilomètre. Donc, en valeur ajustée. Donc, ça veut dire que si je commence à courir, je m'épuise, j'arriverai pas vraiment à courir plus vite. Donc, ça, c'était particulièrement intéressant et d'autant plus que quand on marche, la puissance, donc le form power de stride descend. Donc, en fait, on est beaucoup plus efficace en marchant qu'en courant, de manière générale, mais on est moins rapide. Donc, sauf dans le cas justement où on monte en point. Donc là, c'est intéressant parce que on arrive à peu près à définir des zones de puissance qui sont, ou de vitesse ajustée à la pente, qui sont à peu près les zones de VMA qu'on peut utiliser, et on arrive à les transposer en marche, du moins pour les montées. Mais c'est vrai que pour la descente, par contre, moi, j'arrive pas à utiliser la puissance parce que j'arrive pas à courir assez vite pour avoir des puissances significatives. Et comme dit, il faut avoir des quadriceps qui soient adaptés, être capable d'amortir les chocs, être rapide aussi. Et puis il ne faut pas avoir peur. Donc c'est pour courir très vite en pente. Donc c'est souvent là, et même là, sérieusement en descente, ça sert à rien de la puissance puisque on est tellement concentré sur le terrain qu'il ne faut pas regarder la montre. Hein. Donc, il faut vraiment aller au feeling. C'est un peu difficile de suivre ces valeurs. Par contre, en montée, là, ça peut justement aider pour le pacing, notamment quand les pentes sont régulières. En tout cas, ce qui serait intéressant, alors moi je l'ai pas fait l'exercice, mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir en fait une montre qui utilise les algorithmes de Sébastien et puis une Coros qui utilise le effort pace, et puis de comparer un petit peu ces valeurs pour savoir si cette vitesse pondérée, quand je suis dans le terrain avec des pentes soit en montée soit en descente, eh bien sont cohérentes entre les deux algorithmes. Alors là, je vais un petit peu sortir du protocole de l'épisode qu'on a discuté tout à l'heure, mais juste la petite anecdote, est-ce que vous pensez qu'on aura des données qui seront très très cohérentes entre vos deux technologies, donc effort pace ou tes algorithmes Sébastien, ou est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de données, je dirais pas aléatoires, mais de paramètres qui entrent en ligne de compte pour qu'on ait quand même des écarts qui soient conséquents sur cette allure? Tristan, qu'est-ce que tu penses? Je crois qu'on est sur la bonne voie présentement avec ce type de données-là en termes d'alternatives à la puissance de course. Donc déjà là, on a une bonne alternative en voie. Je crois par contre que ces données doivent encore être travaillées, doivent encore avoir certaines variables prises en compte, avoir plusieurs données en termes d'usagers, pour avoir quelque chose de solide et qu'on peut avoir certaines corrélations. De notre côté, chez Coros, on est toujours en train de valider cette donnée-là à travailler. Donc, c'est moi qui travaille personnellement à titre de validation pour cette donnée-là. Donc, c'est encore en processus. Je crois que si on vient comparer ces différentes données-là, je suis presque certain qu'on va avoir une meilleure comparaison que si on comparait nos puissances de course. Je crois que déjà là, on a un pas de l'avant au niveau du domaine de l'entraînement en course à pied. Je crois que c'est une grande amélioration, un pas vers l'avant, mais ça demeure encore à travailler de manière générale.
Sébastien, tu as un avis sur la corrélation des données d'allure pondérée plutôt que des données de puissance brute? Alors déjà, bon, si je cours sur une route légèrement vallonnée, c'est-à-dire des pentes de 2, maximum 3%, je peux quasiment dire que si j'utilise l'allure pondérée, et que je maintiens cette allure, je vais avoir la vitesse globale l'allure complète sur une boucle va être identique. Donc, on va ralentir quand on va monter, quand on va descendre, on va un peu accélérer, bien que la montre indique toujours la même valeur pondérée, et puis à la fin, on va obtenir la vitesse moyenne de la boucle sera exactement la vitesse qui était indiquée. Donc ça, c'est pour des pentes qui ne dépassent pas 2-3%, parce que dès qu'on monte à des pentes plus importantes, c'est là il y a la difficulté de maintenir la vitesse, et il y a justement le problème de l'épuisement, ou le problème du passage à la marche qui modifie complètement la vitesse globale, ou alors le fait qu'on ne peut pas descendre trop rapidement. Disons sur les faibles pentes, donc pour tout ce qui est marathon, ça devrait marcher. Pour le trail, comme dit, c'est un peu plus difficile, parce que sur les grandes pentes, je n'ai pas encore vraiment pu faire de mesures très précises, et c'est plus au feeling. Et c'est vrai que quand je connais à peu près ma VMA, je sais que la VMA, j'arrive à la tenir 5 minutes, 5 à peu près. Et je sais que si l'allure ajustée à la pente, si je suis en dessous de la VMA, j'arrive à monter une pente de 1 km sans problème. Donc, ça a l'air d'être un bon indicateur, alors que je vois beaucoup de personnes qui vont trop vite. Mais ça, c'est par rapport à toi, parce que évidemment que la difficulté, c'est que Tristan, lui, il a des coureurs d'élite qui font ces tests et qui peuvent croiser toutes les données. Et je pense que Coros a encore plein d'autres données qui sont utilisables pour ces études-là, alors que toi, tu développes principalement avec tes propres données et ton propre ressenti. Moi, je peux faire que des algorithmes relativement simples au niveau principe, et qui nécessitent en fait juste une validation qui est purement fonctionnelle. C'est-à-dire que je regarde si effectivement ce que je mesure c'est la réalité. C'est-à-dire que la corrélation puissance vitesse est relativement simple. C'est une formule relativement simple. Je fais le test et je vérifie que le logiciel fonctionne, plus ou moins. Et alors que si on inclut des données physiologiques, il faut faire d'autres types de tests. Donc, il faut avoir une cohorte de coureurs, il faut avoir aussi un bon background dans le domaine de la physiologie. Et donc, c'est le genre de choses que je peux pas faire. Et donc, je me base en fait moi sur ce que fait Stride, qui a déjà fait une partie du travail physiologique. Donc, et j'utilise les propriétés en fait de la course à pied, enfin de la puissance en course à pied, pour déterminer en fait l'allure qui correspond. Voilà. Et je pense que c'est là que Tristan voulait compléter un petit peu avec lui son approche de cette valeur. Oui, exactement. Donc, en fait, si par exemple, vous venez à effectuer des tests en laboratoire pour déterminer, par exemple, votre FTP ou votre VMA, donc ça va être un physiologiste de l'exercice, donc ça va être une personne comme moi qui va pouvoir effectuer ces tests. Et ce sont des tests que je fais de manière quotidienne. Et puis, pour la validation chez EffortPace, donc on utilise beaucoup des athlètes élites. Et puis, on utilise notamment la puissance en termes de comparaison. Et puis, leur VO2. Donc, Sébastien, toi, tu as parlé de la fréquence cardiaque. C'est une donnée qu'on utilisait auparavant. Maintenant, on a changé à 100% pour le VO2, qu'on trouve qui est beaucoup plus stable en comparaison avec la fréquence cardiaque. Mais ce qui est intéressant, et le point que je voulais ajouter, c'est que la majorité des coureurs vont utiliser la VMA, donc là je parle ici vitesse maximale aérobie, ou les cyclistes la FTP, donc Functional Threshold Power. Et ce sont les deux termes qui sont très largement utilisés dans le domaine du cyclisme ou de la course à pied. Mais maintenant, quelles sont ces données-là et qu'est-ce qu'elles veulent dire? Et malheureusement, pour la grande majorité des compagnies,
ou des tests en laboratoire, on va utiliser des définitions qui sont largement différentes. Et là, je vais simplement prendre la VMA ici comme exemple en termes de course à pied. Mais la VMA, pour la grande majorité des compagnies, et donc je peux même en fait vous demander, selon vous, la définition de la VMA. Donc qu'est-ce que c'est pour vous la VMA? Alors moi, la VMA, d'un point de vue très pratique, c'est l'effort qu'on peut soutenir sur environ 12 minutes. L'effort maximal en course à pied qu'on peut soutenir sur 12 minutes. Donc c'est la définition large que je dirais la grande majorité des compagnies vont utiliser. C'est pas ma définition. Donc on va utiliser... c'est pas ma définition. Moi, ma définition, c'est la vitesse à VO2 max. Donc, exactement. Et c'est en fait la définition que je voulais vous faire sortir, en fait. La vitesse à VO2 max. Maintenant, VO2 max est atteint dans un rayon de vitesse qui est excessivement large. Alors, pour un coureur dont la VMA, par exemple, va être autour, et là, je vais donner un nombre arbitraire, de 4 minutes du kilomètre. En fait, ce coureur-là peut atteindre VO2 max à 4 minutes du kilomètre, il peut atteindre VO2 max à 4 minutes 30 du kilomètre, et il peut atteindre VO2 max à 3 minutes du kilomètre. Donc ça, en termes de données physiologiques, la VMA ne veut rien dire du tout. Parce que lorsqu'on fait un test en laboratoire, en VO2 max, on peut utiliser différents tests en laboratoire, différents tests scientifiques, et atteindre une VMA qui est complètement différente pour un individu. Donc, et là vient le côté pratique à dire, au lieu de dire que la VMA est une donnée, donc une vitesse à VO2 max, on va utiliser plutôt la définition de Grégory ça va être une vitesse pour un certain temps. Donc on va rendre le temps qui est fixe, puisque VO2 max, pour la majorité des coureurs, on peut maintenir VO2 max entre 3 et 10 minutes environ. C'est le temps général. Donc la VMA peut varier entre votre vitesse à 3 minutes jusqu'à votre vitesse à environ 10 minutes environ. Donc, d'où le fait que la VMA peut avoir une différence qui est excessivement large. Et si on utilise la VMA, donc si par exemple, dans des algorithmes chez Coros ou Garmin, et là je parle très très largement, mais si cette donnée VMA est utilisée pour faire d'autres calculs, eh bien, on va venir changer tous ces calculs-là, puisque la VMA n'est pas une donnée qu'on va pouvoir se fier à 100%. Donc, c'est d'où le fait où les coureurs sont invités à venir en laboratoire et à se faire tester et vraiment avoir cette donnée qui est très, très précise au lieu d'être calculée par des algorithmes, tant et aussi longtemps que l'algorithme utilise un temps qui est fixe. Et c'est là la grande différence entre la VMA. Même chose pour la FTP. La FTP, généralement, puisque en cyclisme, c'est mieux connu que la VMA en termes de puissance. Généralement, la FTP va être connue pour être votre puissance critique pour 1 heure. Donc là, on vient de sortir carrément de la puissance à VO2 max. Donc une puissance VO2 max qui va être, encore une fois, entre 3 et 10 minutes. Et donc là, on va venir chercher une puissance pour 1 heure. Donc simplement à prendre en considération que ces unités, je parle de VMA, je parle de FTP, à prendre en considération et à comprendre l'algorithme en arrière et où est-ce qu'on vient chercher ces données-là. Ouais, ça, c'est déjà intéressant de comprendre les données qu'on utilise, et je pense que ça revient un petit peu au début de la thématique, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est plus intéressant d'utiliser une allure pondérée plutôt qu'une donnée en watts qui, pour un coureur à pied qui a jamais utilisé cette valeur-là, eh bien, ne veut rien dire du tout. Effectivement, ça fait pas de sens non plus d'utiliser des valeurs calculées par des algorithmes dont on ne sait pas comment ils fonctionnent et comment il peut y avoir des différences entre un calcul et un autre. Donc voilà, tout ça c'est effectivement très très intéressant. On a bien compris maintenant l'intérêt d'utiliser des valeurs comme effort pace ou l'allure pondérée avec les applications que nous propose Sébastien sur les montres Garmin.
Ce qui est intéressant aussi, c'est un petit peu cette discussion qu'on avait en off quand on a préparé cet épisode, et Sébastien me disait... Au début, Stryd était très intéressé par ce que je proposais sur le Connect IQ de Garmin, de proposer ces efforts. Et puis, ils ont commencé à vouloir faire du business avec leur application et puis proposer des plans d'entraînement basés sur la puissance. Et là, en fait, ils se sont rendus compte que transposer la donnée de puissance en allure, ça allait à l'encontre de leur système parce que tous les coureurs à pied pouvaient utiliser les avantages de la mesure de puissance en course à pied, ou en tout cas de l'estimation de puissance en course à pied, avec des plans d'entraînement qu'ils utilisent depuis très longtemps, qui sont basés sur l'allure. Et donc, du coup, sur ce plan-là, Stryd n'arrivait plus à vendre des plans d'entraînement spécifiques dans leur plateforme payante qui sont basés sur la puissance. Donc, il y a aussi, derrière tout ça, un petit peu une notion de business. Et puis, chaque plateforme essaye aussi peut-être un petit peu de garder captif l'utilisateur de ces technologies-là. Et là, on a un exemple très concret avec Stryd. Ça mériterait peut-être toutes ces données-là, pour l'intérêt des coureurs à pied qui veulent s'entraîner là-dessus, un petit peu d'harmonisation et puis d'accessibilité par rapport à ces données. Et je pense que ça va dans ce sens-là, ces transpositions de valeurs, que ce soit effort pace ou que ce soit des valeurs pondérées qui sont calculées pour d'autres montres. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à toutes ces valeurs-là, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite couche de business qui fait qu'il y a un obscurantisme qui reste un petit peu dans ces données-là de manière un petit peu volontaire ou en tout cas jouée par les marques? Disons, pour moi, je suis assez catégorique parce que je me dis que, bon, au début, il y a un concept qui a été copié du vélo qui a marché et on a vendu ce concept, d'accord. C'est venu par Stryd et qui ont fait un très bon travail à ce niveau-là. Ils ont récupéré, ils ont pompé en fait tout ce qui existait pour le vélo. Ils l'ont un peu transposé en course à pied, ce qui était vraiment très bien pour un triathlète. Maintenant, dès qu'on commençait à utiliser un Stryd, on était quasiment obligé de prendre un plan d'entraînement de Stryd. Donc, ça devenait quasiment, ça avait un côté captif en tant que tel. Et la raison pour laquelle c'était quasiment indispensable, parce que les gens ne comprenaient pas trop la puissance qu'ils obtenaient. Donc il y avait une puissance qui était auto-évaluée au bout de quelques jours chaque fois, ou à chaque fois qu'on obtenait un nouveau maximum. Donc on avait la puissance critique qui était augmentée. Et du coup, le plan d'entraînement s'ajustait avec la puissance critique, dans le sens où tous les efforts à fournir étaient relatifs par rapport à la puissance critique. Donc, on se retrouvait avec un plan d'entraînement, par exemple, à faire des intervalles, et il disait il faut être en zone 5, donc la zone la plus haute, et cette zone 5 était calculée en fait proportionnellement à la puissance critique. Donc, si la puissance critique évolue, automatiquement cette zone évolue. Donc, on se retrouvait donc avec une corrélation entre les deux. Donc, pour l'entraînement, c'est pas un problème. Mais pour les gens qui font du free running entre guillemets, donc qui veulent juste prendre le capteur, qui savent à peu près à quelle vitesse ils courent de manière agréable, qui veulent pas et qui tout à coup se mettent à faire du trail, à monter des pentes un peu plus. Cette valeur de puissance ne va pas, c'est pas la valeur qui les intéresse. Donc, ils cherchent plutôt à avoir une valeur qu'ils peuvent interpréter directement. Et là, on se retrouve donc avec la puissance, avec par exemple une température en Faraday, et puis alors qu'on travaille tout le temps en degrés. Et alors on affiche les deux températures sur la montre, et c'est des données qui commencent à être un peu difficiles à interpréter à ce niveau-là. C'est pour ça que cet aspect, en fait, l'écosystème qu'ils ont est très bien pour l'entraînement. Mais on finit, en fait, on ne sort pas de l'écosystème pour interpréter. On n'est pas capable d'interpréter la donnée. On se retrouve avec une puissance cible à suivre, déterminée par l'algorithme de Stryd pendant la compétition, et on reste là-dessus. Et on a après la surprise de voir si effectivement ça a marché ou pas. Tu parles du temps final, en fait, de la compétition. Oui. Si par exemple... on part sur un 10 km et puis on se dit tiens, je vais courir à 4 minutes au kilomètre, on sait qu'on va faire 40 minutes si tout va bien. Alors que si je dis je vais partir pour un 10 km et je vais le courir à 330 watts, ça me donne aucune forme d'indication sur le temps final pour mon 10 km. Oui, bon, ils font la relation, ils calculent ensuite la relation, mais en gros ils disent on te donne la puissance à laquelle tu dois courir.
Bon, d'accord, mais on est toujours obligé d'avoir une calculatrice, on est obligé d'aller en fait sur leur site et de calculer toujours les puissances équivalentes. Et alors bon, pour un marathon, c'est pas un problème, on peut accepter ça. Mais alors pour un trail, ça marche pas quoi. Pour un trail, il y a une grande partie qui est au feeling. Et moi, enfin, les 2-3 trails que j'ai fait, j'ai jamais pu me baser sur la puissance. Pour une puissance cible, c'est pas possible. On a le terrain, on a une montée maintenant de 2 km qui est à peu près, qui semble être à peu près constante. Et ben, on est obligé de s'ajuster de manière dynamique. Et pour ça, il faut vraiment, en général, quand on est un coureur de plaine, ben, on a la référence en plaine. Et lorsqu'on se retrouve donc on sait qu'on va avoir sa montée pour 2 km, on ne sait pas trop la pente qu'on va avoir parce que sur les données qu'on a de cartographie sont quand même pas si terribles que ça. Et là, on arrive à peu près à voir la relation. On se dit, bon, on va avoir monté pendant un quart d'heure, il faut à peu près que j'ajuste ma vitesse. Et puis en plus, on a le reste de la course qui va continuer. Donc il y a une partie dynamique qu'on perd complètement avec cette notion de puissance cible, qui vraiment est pas important pour la course route, mais alors pour tout ce qui est un peu trail, c'est beaucoup plus compliqué, je trouve. Donc d'avoir une deuxième référence en plus qui est difficile à quantifier à ce moment-là. Tristan, toi, tu t'es pas risqué dans une réponse concernant l'accessibilité des données, etc. Bon, après, on comprend que venant d'une marque, c'est peut-être un tout petit peu plus difficile de se prononcer parce qu'une fois que les gens auront adopté Effort Pace, on imagine bien qu'ils vont être très très contents de reprendre une montre Coros pour continuer à s'entraîner avec cette même valeur. Donc du coup, forcément que derrière, il y a aussi l'idée un petit peu de fournir un outil qui démarque les montres Coros du reste du marché, mais finalement, si c'est la bonne direction et que ça rend la mesure de puissance et l'utilisation de la puissance en course à pied beaucoup plus efficace pour un coureur à pied, a priori, ça pose pas de problème pour ça. Exactement. Et en tant que... Et là, encore une fois, je vais ajouter mon côté physiologiste de l'exercice dans cette réponse-là, mais je souhaite vraiment pour les utilisateurs Coros, mais les utilisateurs en général de montres GPS ou de Stride, etc., de comprendre l'algorithme, pas comprendre l'algorithme, mais comprendre d'où viennent ces mesures. Donc je reprends mon exemple de VMA, de comprendre le temps que cette donnée représente. Donc, pour que ce soit Effort Pace dans cet exemple-là, quelles sont les données, les variables qui sont prises en compte. Donc, vraiment, de mon côté, personnellement, je pousse fort chez Coros de pouvoir vraiment rendre le tout accessible jusqu'à une certaine mesure. C'est sûr que les algorithmes ne pourront pas l'être, mais du moins comprendre les variables qui sont derrière et simplement dans le but de faire de l'éducation chez les usagers et de comprendre, pas simplement d'avoir ces données-là sans pouvoir comprendre ce qu'elles représentent, mais vraiment de comprendre les variables qui sont derrière ces mesures et de pouvoir ajuster l'entraînement en conséquence. Ouais, c'est de bien prendre conscience de toutes les forces et limitations de ces algorithmes et puis d'utiliser les forces et de comprendre les faiblesses pour pas tomber dans un piège de confort en se disant la donnée me dit ça alors je m'entraîne comme ça, mais d'arriver à un niveau où on le fait plus correctement, tout simplement parce qu'on fait trop confiance à certaines données alors que dans certains cas de figure on ne devrait pas. En tout cas, j'espère qu'avec l'épisode qu'on a enregistré aujourd'hui, les personnes qui s'intéressent à ces valeurs de puissance en course à pied et puis de transposition d'allure qui sont basées sur ces valeurs-là auront un esprit beaucoup plus éclairé par rapport aux données qu'elles pourront utiliser à leur entraînement. J'ai encore un petit point à aborder avec vous deux sur l'avenir de ces mesures. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, on aura des chaussures qui auront des capteurs de pression mécanique comme on peut l'avoir sur les capteurs de puissance cycliste pour avoir une mesure beaucoup plus précise, prendre en compte la force nécessaire pour courir dans certaines natures de terrain, pour prendre en compte la
la spécificité de la chaussure qu'on utilise. Hein. On a parlé beaucoup d'efficacité de chaussures avec des lames de carbone, certaines mousses qui sont beaucoup plus technologiques que d'autres et donc qui rebondissent mieux, etc. Ou est-ce qu'on va continuer avec ces mesures qui vont affiner peut-être la précision des capteurs, affiner un petit peu les algorithmes, mais on va pas pousser ça plus loin. Vous voyez comment la mesure ou l'interprétation de course à pied dans 5 ans, vous? Bon, moi je vois à très court terme les choses. Donc, moi je vois déjà qu'au niveau, disons, au niveau des capteurs, on est plus ou moins arrivé à une certaine limite. Hein. On le voit, Stride, qui était vraiment, qui a le meilleur capteur sur le marché, a sorti une nouvelle version qui n'apporte rien de plus, vraiment, par rapport à l'ancienne. Donc, enfin, rien de plus, j'exagère un peu, mais la vitesse n'est toujours pas évaluée plus rapidement. Et la puissance semble être un petit peu plus réactive, mais je sais pas si c'est juste l'affichage qui est plus rapide ou si c'est si mieux évalué. En fait, le problème, je pense, au niveau du pied, c'est que faut voir que la cadence d'un coureur, c'est 180 pas à peu près par minute. Donc ça fait un cycle de 90 pas par minute, droite-gauche. Hein. Donc donc ça fait environ, allez, disons un peu moins qu'une seconde, un pas, hein, 3/4 d'une seconde. Il faut, pour déterminer une période, pour la majorité des algorithmes, il faut au moins deux pas, enfin deux périodes de cycle. Donc on tombe à 1 seconde 5. Il faut un peu de réserve aussi, donc on tombe à 2-3 secondes. Et là, on voit déjà que le problème, c'est qu'on tombe sur le taux de réactivité du capteur Stride pour la vitesse. Donc je pense qu'on tombe un peu déjà à ce niveau-là à une certaine limite. Et ensuite, quand on voit la façon dont la vitesse évolue, la vitesse instantanée évolue quand le pied du coureur court, déjà, il y a une phase de 200 millisecondes à peu près où le pied ne bouge pas. Donc la chaussure est au sol, elle ne bouge pas. Puis il y a une accélération, je pense que le pied doit monter à 100 km/h, un truc comme ça, quand il est projeté en avant. Et après, après je ne sais pas trop exactement tout ce qu'il fait, mais enfin on voit en fait, on passe de 0 à 100 km/h en n'a rien de temps, et après, donc tout ça c'est à filtrer au niveau mathématique. Et la théorie mathématique dit qu'il faut 2 périodes à peu près pour le filtrer dans le cas général. On peut faire des algorithmes dédiés, mais c'est très difficile. Et souvent, les algorithmes dédiés ne fonctionnent que pour quelques types de coureurs. Donc déjà à ce niveau-là, au niveau de la chaussure, je pense que Stride a atteint une certaine limite. Et je vois pas trop comment est-ce qu'on pourrait inclure une meilleure précision en vitesse. Et si on n'a pas une meilleure précision de la vitesse, on n'aura pas une meilleure précision de la puissance, je pense. Il y a éventuellement une possibilité, je pense, au niveau de la ceinture cardio, parce que la ceinture cardio, elle avance de manière beaucoup plus linéaire, mais on ne mesure pas ce qui se passe au pied. Donc peut-être qu'il y aura dans l'avenir une corrélation entre les deux, une communication entre la ceinture cardio qui, elle, avance de manière très, très linéaire. Aussi, les variations d'altitude sont un peu plus... les variations de hauteur sont beaucoup plus faibles. Et donc les variations aussi de déplacement, la vitesse de déplacement est aussi beaucoup plus stable. Donc certainement il y aura moyen d'avoir à ce moment-là une puissance et une vitesse plus réactive, mais il faut encore voir ce qui se passe au niveau des pieds. Donc je pense que éventuellement si on couple les deux, peut-être qu'on pourra trouver quelque chose, mais je sais pas. Là peut-être que Coros a un nouveau truc à annoncer pour l'an prochain. Peut-être juste avant d'écouter la réponse de Tristan pour Coros, la petite anecdote, c'est que le tout premier capteur de Stride, en fait, c'était un capteur qu'on mettait à la taille et pas sur la chaussure. Et après, ils ont décidé de déplacer leur capteur sur la chaussure. Donc, a priori, ils ont fait quand même ce choix pour différentes raisons. Et donc, du coup, toi, tu nous dis, effectivement, ça vaudrait la peine d'associer la mesure qui serait faite au niveau de la taille ou de la ceinture cardio et de la chaussure. Alors peut-être qu'effectivement, dans 5 ans, pour avoir des données très très cohérentes, on aura un capteur sur chaque pied, plus une ceinture ou à la taille ou au niveau du cardio. Et du coup, ça nous donnera des données qui seront plus précises. Et donc du coup, Tristan, toi, comment est-ce que tu vois l'avenir de la mesure de puissance et de toutes les données annexes dont on a parlé dans cet épisode dans 5 ans ?
Alors, en fait, petite anecdote comme ça, mais en fait, dans mon passage chez l'équipe olympique canadienne, on a accès à des capteurs qui sont très futuristes. Donc, est-ce qu'il y a une limitation en termes des capteurs? Je ne crois pas, parce que j'ai déjà vu de mes propres yeux certains capteurs qui peuvent capter la puissance de manière très très précise. C'est simplement qu'ils ne sont pas accessibles au grand public pour l'instant. Mais il y a des capteurs beaucoup plus avancés qui existent. Donc, je ne serais pas surpris de voir ces capteurs-là disponibles au grand public prochainement, dans les prochaines années. Pour ce qui est de Coros, en fait, donc il faut comprendre que on a parlé beaucoup de capteurs ou de données qui vont venir capter tout ce qui est biomécanique, donc tout ce qui est externe au niveau de la course à pied. Mais je vois la course à pied en termes de deux facettes très très différentes. Donc on a le côté biomécanique en termes de puissance, allure d'effort, etc. Et au niveau métabolique, donc physiologique, là on parle de la fréquence cardiaque, ou etc. Donc c'est difficile de voir comme la puissance, on a expliqué à différentes reprises que la puissance est vraiment une unité de mesure qui va venir indiquer le niveau de l'effort de l'individu. Eh bien, le niveau de l'effort est une donnée qui est physiologique. Donc, on vient venir prendre un capteur qui est externe, donc qui est biomécanique, pour calculer une donnée qui est physiologique. Donc, d'où la différence entre les deux que je crois qu'il y a un aspect de limitation en termes de capteurs au niveau du futur. Donc, c'est sûr que la fréquence cardiaque est un aspect qui est très, très important en termes d'effort d'un individu. Encore une fois, la fréquence cardiaque a ses propres limitations. Mais présentement, chez Coros, je crois que Effort Pace est une très bonne alternative de la puissance présentement. Et on va venir aller chercher les données du pod, similaire au Stride. Donc, on a ces données biomécaniques qu'on va pouvoir aller prendre cette corrélation entre les données biomécaniques et l'effort de l'individu et pouvoir venir utiliser ces données-là pour mieux représenter l'effort chez l'individu avec ces données. Donc, il reste encore beaucoup de travail à faire au niveau de la recherche en termes d'une meilleure représentation de la puissance, mais je crois qu'on est, de manière générale, sur la bonne voie. Très bien, donc si je résume un petit peu vos perceptions pour l'avenir de cette mesure, c'est une meilleure captation, mais on a bien compris qu'on atteint certaines limites si on n'a pas accès à des technologies qui sont pour l'instant vraiment réservées à l'élite et puis à certains laboratoires. Et puis d'un autre côté, mieux mettre en perspective cette captation de biomécanique de course avec l'effort réel ressenti. Et puis une fois qu'on arrivera à mettre tout ça ensemble, on aura des mesures qui nous permettront vraiment de quantifier de manière très très précise notre effort et notre intensité à l'entraînement et puis notre intensité en compétition. Moi, je vois un peu une autre possibilité encore, parce que bon, à l'heure actuelle, on ne faut pas qu'on oublie que quand on court qu'avec les pieds. Hein, donc, en fait, il n'y a que la vitesse qui compte et la distance, d'une certaine manière, quand on fait une compétition. Par contre, on a tendance à accumuler des données à ne plus en finir. Donc, je pense au taux de rebond, ou le temps que la chaussure est sur le sol, ensuite la puissance, la vitesse, la fréquence cardiaque. Et là, derrière, il y a quand même un certain nombre de choses à faire pour supprimer toutes ces données et en extraire, en fait, la partie intéressante. J'avais commencé avec la fréquence cardiaque, d'essayer de prédire, par exemple, la fréquence cardiaque à partir de la puissance. Et évidemment, ça ne marche pas vraiment très très bien, hein, puisque si on est capable de prédire la fréquence à partir de la puissance cardiaque, on n'aura plus besoin de la mesurer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une erreur qui est produite, et cette erreur est interprétable. Si on court vite, la fréquence cardiaque monte. Par contre, il y a des jours où la fréquence cardiaque monte plus. Où il peut arriver que la fréquence cardiaque, au bout de 3/4 d'heure, a tendance à monter plus, tout à coup, à décoller. Et donc, elle devient à peu près anormale. Mais
c'est très difficile de l'avoir quand on a des courses irrégulières. Donc, et le fait d'utiliser une prédiction de la fréquence cardiaque permet en fait de trouver des points qui sont parfois intéressants. Alors j'avais essayé juste pour, j'ai fait 4 sorties de test, c'est pas grand chose, pour voir l'effet de l'hydratation. Donc c'était à l'époque où Denis Boucher avait sorti le podcast de Macan avec l'histoire de il faut s'hydrater toujours pendant la course, et je me suis dit je vais essayer de voir si ça marche. Et c'était donc pendant une période relativement chaude, donc j'ai fait 4 sorties, 2 sorties non hydratées d'1 heure, et puis une sortie hydratée. Et la première constatation, c'est que au bout de 45 minutes, je me sentais fatigué et j'avais le drift de fréquence cardiaque. Donc là aussi, c'était juste sur deux sorties, la différence. Quand j'étais hydraté, je l'avais pas. Donc déjà, il y a moyen de faire une corrélation. Et je pense que pour les entraînements, ça peut être très intéressant. L'autre chose que je me suis amusé à faire ces derniers temps, c'est de faire une séance de squat la veille. Et évidemment, on a les jambes lourdes, on court et on se rend compte qu'on n'arrive pas à monter en vitesse le lendemain. Par contre, on voit que la fréquence cardiaque est bien plus haute que normale pour le même effort. Et on n'a pas cette sensation parce qu'en fait, on a l'impression qu'on court lentement, mais on ne se rend pas compte que le corps prend une fréquence cardiaque plus importante. Donc, c'est cette espèce de prendre les données brutes, de mesure, un essai d'en extraire, en fait, de prédire à partir, par exemple, de la puissance, la fréquence cardiaque, voire d'autres données, et d'en essayer d'extraire, en fait, la partie non prédictible, qui est justement la partie interprétable. Je pense que là, il y a un certain avenir aussi, parce que on a tendance à cumuler beaucoup trop de données, de mesures, et puis finalement, on n'arrive pas à les interpréter. Donc, je pense que là, il y a pas mal de choses à faire aussi, je pense. Effectivement. Donc mettre en perspective ces données brutes et puis les utiliser pour quantifier, comme tu le disais, l'hydratation, l'effet de l'hydratation, l'effet de la fatigue, etc. Donc tout ça, c'est des choses très très intéressantes et puis qu'on suivra évidemment au cours des années à venir. Mais pour l'instant, on fait avec les outils qu'on a et puis on essaie d'apprendre à les utiliser au mieux. Et j'espère que les auditrices et les auditeurs de cet épisode du podcast sortiront après cet épisode avec plus d'informations pour mieux utiliser leurs outils d'entraînement. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cet épisode. C'était super intéressant. Avant de conclure cet épisode, je vous propose juste, si vous le souhaitez, de dire à nos auditrices et nos auditeurs où est-ce qu'on peut vous retrouver. Alors, Tristan, on retrouve un petit peu de ton travail dans chaque poignée de personnes qui a une montre Coros, puisqu'on a bien compris que notamment les données Effort Pace, elles étaient issues de tes travaux. Mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres centres d'intérêt ou d'autres choses que tu aimerais partager avec nos auditrices et nos auditeurs? En fait, oui, exactement. Donc, je fais partie de l'équipe scientifique chez Coros. Ça, c'est à temps partiel, si je peux dire. Mais je passe aussi beaucoup de temps avec l'équipe olympique ici à Calgary, donc en Alberta. Donc, le centre scientifique ici de performance chez l'équipe olympique canadienne. Donc, c'est là où je vais passer la grande majorité de mes semaines à faire la recherche scientifique et des tests physiologiques. Donc, encore une fois, si vous, en tant que coureur, souhaitez réaliser ce genre de test scientifique, c'est un physiologiste de l'exercice là, que vous allez voir pour ça. Donc, c'est ce genre de test que je réalise là, au quotidien. Très bien. Donc, n'importe quel sportif ou sportif qui veut venir faire un test et qui est dans la région de Calgary peut te contacter et puis tu peux lui proposer ce type de test. Exactement, tout à fait. Ouais. Donc toute personne qui souhaite réaliser ce genre de test et avoir ces données un peu plus précises que ceux qui sont prédites par les compagnies. Très bien. Alors, on mettra tout ce qu'il faut sur les notes de l'épisode sur le site macan.ch pour qu'on puisse retrouver toutes les informations qui permettront aux auditrices et aux auditeurs qui se trouvent au Canada de pouvoir te contacter. Et puis, on les invite à le faire parce qu'ils seront entre les mains de quelqu'un qui a l'air très très sérieux dans l'étude de ces données-là. Et en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur cet épisode. Et puis,
puis toi, Sébastien, eh bien, on retrouve tous tes algorithmes dont on a parlé dans cet épisode sur le portail des applications Connect IQ de Garmin, donc sur apps.garmin.com. On tape là, comme tu l'as dit au tout début, Stride à l'envers, c'est-à-dire DYRTS, et puis on trouve tous tes algorithmes. Et puis sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais encore communiquer à nos auditrices et nos auditeurs? Bon, alors, moi, je décris en général les algorithmes sur un site web donc à part, mais par contre, j'invite un peu aux gens qui veulent programmer eux-mêmes en fait leurs entraînements à utiliser en fait de mes champs de données. Il y a aussi un champ de données d'une autre personne qui a développé qui utilise la puissance. Simplement parce que les deux champs de données, donc le mien et celui de l'autre équivalent aussi, fonctionnent avec le champ de données de Stride en même temps. Donc on se retrouve à ce moment-là, dans mon cas encore avec l'allure sur piste, les possibilités de faire des entraînements, donc de définir ces entraînements dans Garmin Connect, basés sur la puissance, mais aussi des entraînements qui sont basés sur l'allure pondérée, donc l'allure sur piste. Et donc je pense que pour tous ceux qui veulent un peu utiliser deux à la fois, autant installer les deux champs. En plus, ça permet d'avoir un deuxième champ de puissance si on a besoin d'une puissance sur 3 minutes ou sur 4 minutes. Donc je pense que ça peut aider un peu beaucoup de personnes. Et puis donc il y a aussi un champ concurrent qui fait la même chose, du moins pour la puissance. Et chose très intéressante, c'est que Garmin, pour ceux qui veulent absolument utiliser Garmin, il y a la puissance intégrée de chez Garmin qui est complètement en contradiction avec celle de Stride, enfin contradiction qui est en conflit plutôt avec celle de Stride, et donc il faut complètement la désactiver pour utiliser en fait le capteur Stride. Et les entraînements par contre fonctionnent. Donc, on peut définir ces entraînements par TrainingPeaks ou directement par Garmin Connect. On voit très bien qu'ils sont un peu incompréhensibles ce qu'ils font, puisque ils annoncent par exemple la puissance par les commandes vocales. Donc, ils indiquent la puissance à suivre en course à pied. Par contre, ils l'affichent pas. On aura l'occasion de reparler de l'intégration de la puissance en course à pied native chez Garmin. C'est, pour utiliser des termes très simples, c'est un petit peu le foutoir. Il y a un petit peu de tout, un petit peu de rien. Et surtout pour les personnes qui possèdent un Stride, c'est devenu un casse-tête parce que le Stride ne peut pas être utilisé comme source de puissance native dans la montre Garmin. Mais par contre, on a la puissance Garmin qui arrive et donc il y a plein de personnes qui se demandent mais pourquoi tout d'un coup je suis à 432 watts alors que j'étais à 280 avant. Et il y a plein de questions. Pour le Stride, il faut complètement désactiver. Alors là, je vois Tristan qui a une montre Coros qui au poignet, on la voit bien, et qui se délecte de tous ces problèmes de chez Garmin. Mais en tout cas, on espère que Garmin corrigera tout ça très, très prochainement pour les propriétaires de ces montres-là. Mais effectivement, c'est assez tragicomique quand même la manière dont Garmin gère ces choses. J'espère qu'ils amélioreront ça à l'avenir. Ils ont de très belles montres, mais ils ont de très beaux bugs aussi. Et je pense que c'est pareil chez Coros. Voilà. Voilà, ce sera la petite note d'humour donc pour conclure cet épisode. Et puis bien évidemment, comme d'habitude, on retrouve tous les liens et tous les vidéos. Sébastien, au tout début de l'épisode, avait parlé du Toaster Challenge. On le retrouve aussi dans les notes de cet épisode sur nakan.ch. Messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet épisode. C'était super intéressant. Je pense que la discussion a pu apporter plein d'informations à nos auditrices et nos auditeurs. Et moi, je donne rendez-vous à tout le monde le mois prochain pour un prochain épisode du podcast. Merci beaucoup Tristan et merci beaucoup Sébastien d'avoir participé aujourd'hui. Merci à toi Grégory.